Bienvenue dans Makerside, le podcast des salariés qui entreprennent grâce au Side Project. Comment et pourquoi ils se sont lancés en parallèle de leur job? Pour chaque invité, on va explorer en détail son projet pour comprendre ses réussites, ses galères et ce qu'il a prévu pour la suite. Le but de tout ça, aider d'autres salariés à se lancer en parallèle de leur job. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 000heures.fr, le média des salariés qui entreprennent. Pour rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur samedi.club. Aujourd'hui, je reçois Clémence Deloy qui, en parallèle de son job d'analyste chez The Global Fund, a un side project assez original. Elle a pour objectif de préparer et d'entraîner un groupe de réfugiés en Suisse pour, ensemble, gravir un sommet de 4000 mètres. Pour ça, elle a cofondé avec son amie Laetitia Lam une association qui s'appelle Peaks for All, qui veut dire sommet pour tous en français. Comment est-ce qu'on se lance dans ce type de projet? Pourquoi? Et comment est-ce qu'on finance tout cela? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans Makerside avec Clémence. Salut Clémence. Salut Amine, Ça va? ça va et toi? Ouais, super. Moi, je suis très content d'enregistrer cet épisode ensemble parce que, comme je le disais dans l'introduction, c'est un projet assez original et ça mérite de creuser un peu le sujet pour voir comment est-ce que ça marche derrière. Est-ce que dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Clémence, j'ai 31 ans. Je vis en Suisse depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Je suis originaire de France, de Lille, et j'ai globalement fait des études en finance. Et je suis passionnée de montagne depuis que je suis toute petite. Donc c'est parfait de vivre en Suisse, à Genève, pour pouvoir pratiquer ma passion. Et j'ai lancé ce side project avec une amie depuis environ 6 mois. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton job principal? Ouais, alors, pour moi, j'ai eu un petit peu, 2 orientations professionnelles, même si ça a toujours été en finance. Une première orientation dans des grosses, entreprises, à but, lucratif et pendant à peu près environ 3 4 ans. Et ensuite, j'ai rejoint il y a 3 ans une société de microfinance qui a pour but d'aider les entrepreneurs à développer leurs projets en finançant donc des entrepreneurs pour des tout petits montants de prêts. J'ai eu la chance de travailler au Cameroun pendant 1 an sur ce projet, puis après à distance depuis la Suisse pour d'autres pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Tunisie. Et depuis maintenant 4 mois, je travaille pour le Global Fund, donc qui est une organisation internationale à Genève qui a pour objectif de lutter contre les maladies type le sida, la malaria, la tuberculose et le Covid. Et donc moi, j'ai rejoint leur département finance pour analyser le suivi des subventions qui sont accordées à ces pays. Et du coup, c'est en parallèle un peu de cette nouvelle expérience professionnelle que tu as lancée, ton association. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, exactement. En fait, c'est cette association, donc on l'a créée, enfin on a commencé à en discuter, l'été dernier, en été 2021, avec une amie, Laetitia, qui est vraiment une de mes très bonnes amies, ici à Genève, qui partage aussi, cette passion pour la montagne. Elle l'a découvert un peu plus tard parce qu'elle a commencé la montagne, en arrivant à Genève, il y a 5 ans. Et donc on a discuté vraiment de manière hyper ouverte, en prenant, une bière, en terrasse, en se disant: «Ah bah, on adore la montagne, comment on pourrait, partager cette passion? Sous quelle forme?» Au début, on n'avait pas vraiment d'idée très spécifique. Ça pouvait être un projet toutes les 2, de partir, faire un sommet, au Népal, par exemple. Et au final, on s'est dit: «Mais il y a tellement, enfin, la montagne, on peut la vivre ici de manière très simple et aussi la rendre accessible à des personnes qui peuvent pas y accéder de manière aisée. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet autour d'un verre en terrasse. Et puis après, petit à petit, on l'a fait évoluer, on l'a construit, donc enfin, en parallèle de notre travail. Et la première idée, enfin, sur laquelle vous êtes lancé, c'est donc ce 4000 mètres où il y a eu une première version. Non, il y a eu une première version. Au début, on se disait donc en fait, ça a été assez clair très rapidement qu'on
on voulait pouvoir faire bénéficier, heu, les sports de montagne à des personnes qui n'en ont pas l'occasion. On s'est vite, tourné vers les réfugiés ou les demandeurs d'asile en Suisse parce que, c'est une population enfin, qui qu'on côtoie aussi et qui est présente, en Suisse, qui est quand même relativement, jeune aussi. Et en fait, au début, on s'était dit: «Ah, mais on voudrait faire, pourquoi pas les emmener faire un sommet au Népal, pour pouvoir faire aussi des échanges, avec des Népalais qui puissent venir découvrir la Suisse». Enfin, je pense qu'on avait vu les choses vraiment, en grand et avec un peu des yeux rêveurs et au final, on s'est très, très vite rendu compte d'une chose très simple, c'est que, les personnes qui ont le statut de réfugié en Suisse ou qui sont demandeurs d'asile n'ont pas le droit de quitter le territoire suisse. OK. Donc ça nous a restreints de manière géographique et après, oui, on voulait faire quelque chose en lien avec la montagne, et on voulait qu'il y ait un objectif final qui soit sur une année. Ça tombait bien parce ce projet a commencé en septembre et généralement les sommets, on les fait plutôt, au mois de juin, juillet, août, l'été. Donc ça nous laissait une longue, période de préparation et voilà et on s'est dit: «Bon, bah, alors, on pourrait faire un 4000 en Suisse». Le 4000 pour nous qui est le plus symbolique en Suisse, c'est, le Matterhorn, le Cervin la montagne qu'on voit sur les Toblerones. Mais, c'est vraiment quelque chose qui est, très ambitieux et qui demande quand même d'avoir un bon niveau d'alpinisme. Donc on a pensé à un autre sommet, un autre 4000 qui est le Jungfrau, qui est beaucoup plus accessible et en tout cas pour un premier sommet. Et du coup, l'objectif de tout ça, donc l'objectif même de votre association, c'est effectivement l'intégration des réfugiés par les sports de montagne. Euh, Comment est-ce que ce que vous faites, et on va rentrer un peu dans le détail des différentes activités que vous proposez et comment est-ce que vous allez arriver à cet objectif, mais comment est-ce que ce que vous faites peut contribuer à l'intégration des réfugiés? Alors, en fait, déjà, on essaye de faire se rencontrer différentes communautés de réfugiés. Aujourd'hui, dans l'association, il y a des Kurdes, il y a des personnes qui viennent d'Irak, d'Afghanistan, du Sri Lanka, de la Somalie. Donc, ça permet généralement, les réfugiés, ils restent et c'est complètement, naturel et normal entre membres de même communauté, de même pays d'origine. Et donc là, on essaye déjà de mettre en relation, différentes communautés de réfugiés et c'est sympa parce qu'on voit qu'au fur et à mesure, il y a des liens qui se créent. Par exemple, des personnes qui sont arrivées dans l'association à 2 parce qu'elles se connaissaient avant, mais qui rencontrent aussi d'autres personnes, et créent d'autres liens. Donc pour nous, ça, c'est un premier moyen d'intégration et après, c'est pouvoir les intégrer aussi dans la société en Suisse, ce qui est enfin, tous disent, c'est difficile, on a du mal à s'intégrer en Suisse et donc c'est en leur faisant découvrir des paysages et des endroits en Suisse, en faisant des accompagnements, enfin les sorties, les accompagnateurs sont suisses, donc voilà, c'est de cette manière-là. Ok. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas un peu comme moi, enfin je connais pas vraiment la montagne et je sais pas comment est-ce qu'on se prépare à tout ça. Et même s'il y a eu, je pense que tu as dû voir passer ces différentes initiatives il y a quelques semaines, même pas, il y a eu Seb Lafrite et Lena Situation qui ont gravi, je crois que c'était le Kilimandjaro si je dis pas de Ouais, bêtises, où on a suivi un peu cette aventure. Il y a eu aussi sur Netflix un film qui s'appelle le 14 fois 8000, donc au sommet de l'impossible, où on suit justement un Népalais dans ce défi qui est de gravir 14 sommets les plus importants du monde. Euh, mais au-delà de ça, pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on se prépare pour gravir un sommet, surtout que là, la majorité du temps, c'est des personnes qui n'ont pas d'expérience, j'imagine. ouais, exactement. La plupart, n'ont jamais eu d'expérience en montagne. Par exemple, on a fait une sortie raquette là, il y a 2 semaines. Il y en a pour qui c'était la première fois qu'ils marchaient, sur la neige. Donc c'est sûr que je dis pas on part pas de 0, pas du tout.
enfin, la montagne, je pense, je suis pas experte, hein, je suis pas guide de montagne, mais on va dire du passé et des expériences que j'ai eues, pour moi, ça passe par une préparation physique. Donc, ça peut très bien aller faire des footings, aller courir, faire de l'entraînement, du cardio. C'est aussi, donc ça, c'est plutôt des initiatives qu'on encourage de manière individuelle. Donc on les pousse à aller courir 5 km, 10 km et de plus en plus, par une distance de plus en plus longue dans la mesure du possible. On organise aussi des sorties footing où on est présente, Laetitia et moi aussi, enfin, pour regrouper les personnes et aller courir ensemble parce que c'est aussi un moment d'échange. Donc ça, pour moi, c'est plutôt, je dirais, il y a une partie entraînement de fond où c'est s'entretenir physiquement et faire un petit peu de sport. Si on n'aime pas courir 2 fois par semaine, ça peut aussi aller marcher au bord du lac. Enfin voilà. Et après, il y a aussi, je pense, des entraînements plus spécifiques et c'est ce que nous, on essaye de proposer. Donc ça va être de la marche en montagne. Donc l'été, c'est de la randonnée. On essaye de faire du dénivelé. Ça peut être entre 800 et 1000 mètres de dénivelé. Là, comme on est dans la période hivernale, la marche, ça se fait avec des raquettes. Donc, on a fait une sortie raquette il y a 2 semaines. On a fait à peu près 12 kilomètres, ce qui est quand même dans de la neige fraîche. Donc, ce qui est quand même assez intense au niveau de l'effort physique. On a aussi, je pense, ça peut aussi passer par de l'escalade, même si le 4000 qu'on envisage de faire ne nécessite pas de l'escalade, mais ça permet d'avoir un peu une appréhension de la hauteur, de la sensation de mettre ses mains sur des prises, de mettre les pieds au bon endroit. Ça, je pense que c'est quand même important quand on veut faire de la montagne. Et on va dire le moment où on va vraiment se préparer, c'est quand le temps sera un peu plus favorable et il y aura un petit peu moins de neige. On va organiser 2 sorties sur un glacier où les personnes seront équipées de crampons. Et donc là, on va vraiment faire de la marche glaciaire, donc c'est-à-dire apprendre comment positionner ses pieds, comment marcher, et c'est surtout aussi s'adapter à l'altitude. Je pense qu'on dit que, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas autour de 2000 mètres, on peut commencer à ressentir les effets de l'altitude. Donc au plus on monte, au plus on peut ressentir des effets. Ça va aussi dépendre des personnes, mais c'est comme un peu la tête qui tourne, une envie de dormir, des nausées. Enfin, et ça peut se combattre, on va dire, grâce à l'entraînement, grâce à l'acclimatation. Donc c'est progressivement monter en altitude. Ouais, et du coup, ça rejoint un peu l'autre question parce que du coup, il y a effectivement toute cette préparation physique. Et est-ce qu'il y a aussi une préparation mentale pour ça? Tu parlais Ouais, de l'acclimatation, je ne sais pas si ça rentre dans le mental ou si c'est physique. non, exactement, c'est le deuxième point que j'avais en tête. Donc il y a une grosse préparation physique, mais pour moi, la préparation mentale, elle est tout aussi importante. C'est se visualiser euh, dans le- en se disant, bon, je vais faire un 4000, et puis bah, enfin, ça demande d'avoir envie, une certaine volonté, ténacité, parce que enfin, c'est un petit peu comme quand on court au début. Enfin, moi, je me souviens de mes premiers footings, je comprends pas pourquoi je cours, pourquoi on se fait mal à faire ce sport au final pour faire un tour de chez soi et revenir au même endroit. Et bon, là, la montagne, on est récompensé, je trouve, par le sommet. Quand on est en haut, on voit plein d'autres montagnes. Enfin, c'est juste incroyable, mais c'est sûr que le mental, il est très important et je pense que, et enfin, on le voit, nous, chez les bénéficiaires, donc les membres de l'association, c'est des personnes qui ont vécu, je pense, des choses très difficiles dans leur vie, qui ont traversé des frontières à pied pour rejoindre des pays d'accueil. Donc, enfin, on se rend compte que même si parfois la force physique est, est un petit peu, enfin pour certains, pas au top, on va dire encore, ils ont un tel mental que ça prend le dessus aussi sur ça et ça vient rééquilibrer aussi le, dans l'effort la manière d'avancer et de... Ouais, je trouve ça enfin, courageux, quoi. Et du coup, donc si je résume bien un peu
votre activité, il y a des activités qui sont, on peut dire peut-être mensuelles, qui consistent justement à aller marcher, aller faire un peu des activités tout simplement pour pouvoir se préparer. Et au bout de cela, il y a un gros challenge qui est un gros défi. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, si je résume. Ouais, exactement. On se rencontre sur une base au minimum mensuelle avec un objectif. Donc, il y a à peu près, aujourd'hui, il y a 25, bon, allez, on va dire 20 bénéficiaires dans l'association, avec toujours une dizaine qui est un peu plus présente à chaque fois, à chaque événement, et 10 autres qui viennent de manière un petit peu moins régulière. Et donc, ouais, c'est ça, c'est que l'objectif, c'est de s'entraîner pour tous ensemble, pour arriver à un objectif final qui est ce sommet cet été. Après, on est conscient que tout le monde déjà ne veut pas forcément faire ce sommet et tout le monde ne pourra pas parce qu'on peut parce qu'il faut quand même avoir une certaine forme physique, enfin, on en parlait avant. Donc on a tout à fait conscience qu'on part d'un gros groupe, mais que pour cet objectif final, il y aura pas tout le monde. Il y aura peut-être 3 ou 4 personnes. Ok, c'est ok, ok. Donc en tout, il y aura 3 ou 4 personnes pour gravir le. Oui. Ok, ok. On n'a pas tellement de visibilité encore Oui. aujourd'hui sur le nombre de personnes. Peut-être qu'il y a des bénéficiaires qui vont rejoindre l'association le mois prochain et qui Hmm. seront ultra motivés. Peut-être que d'autres voudront arrêter. Je pense que ça va vraiment se dessiner quand on fera des randonnées un petit peu plus longues, Oui, avec le. avec Oui. plus de dénivelé, plus d'altitude. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a une date à peu près qui est fixée pour cet objectif? Ouais, c'est août 2022. Ok, août 2022, ça arrive bientôt. Ça arrive super vite, ouais. Oui, oui, on se rend compte que ça arrive vite. Donc là, je pense qu'au début, on avait une approche un peu, on va dire, souple et dans la. Enfin, on poussait pas trop, on va dire, à l'entraînement. Enfin, pour nous, d'abord, c'était important de créer une cohésion, d'apprendre à se connaître, de donner envie aux gens, de faire les choses de manière assez, ouais, assez douce. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi que, en fait, l'échéance se rapproche, l'objectif plutôt, parce que c'est pas une échéance, l'objectif s'approche. Donc là, il faut qu'on soit peut-être un petit peu plus rigoureux tous dans l'entraînement. En tout cas, plutôt dans l'entraînement individuel, je dirais, parce que les activités, enfin les rencontres mensuelles et sportives sont déjà programmées et prévues. Mais il faut que chacun aussi, de son côté, s'entraîne, aille courir, enfin faire des activités pour se préparer à cet objectif. Avant de parler d'argent, parce que c'est un peu c'est un peu un sujet, parce que effectivement, Ouais. ce genre d'opération, ça nécessite des moyens. Je voulais savoir, est-ce que ce side project a un impact sur ton job, sur ton activité principale, Euh, je sais, positif ou négatif, ou je sais pas. c'est une bonne question. Alors comme je viens de commencer un nouveau travail, enfin, c'est vrai que j'en parle pas encore, puis on est encore en télétravail depuis que j'ai commencé, donc c'est vrai que j'en parle pas encore trop ouvertement au travail, mais en tout cas, moi, je le vois plutôt comme quelque chose de positif parce que ça me permet enfin, je sais pas, par exemple, je travaille, j'ai envie de me changer les esprits, bah, ça ne va pas me déranger pendant 1 heure de travailler sur ce side project, de me concentrer sur autre chose, puis me remettre dans mon travail. Enfin, moi, je pense que les deux sont complètement compatibles et du coup, je pense que ouais, non, c'est un aspect positif Ouais. dans le travail. Est-ce que c'est un peu comment dirais-je, aussi un peu ce que tu aurais voulu faire? Enfin, je sais pas, hein, mais est-ce que du coup, ce choix de side project, il a été aussi choisi par rapport à ce que t'aimes bien faire, c'est-à-dire par exemple gérer ce type de projet associatif? Ouais, complètement. C'est en lien avec déjà ma passion, donc qui est la montagne. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est enfin, être avec des gens, pouvoir me rendre utile.
et avoir un impact visible. Et enfin, pour moi, ça, c'est vraiment des choses qui sont super importantes. Et aujourd'hui, par exemple, je travaille dans une assez grosse organisation, donc voir l'impact que moi, Clémence Deloy, toute petite, a dans cette organisation, c'est assez difficile. Mais du coup, je le retrouve dans ce side project. Donc ça m'apporte énormément. C'est un croisement en fait entre ta vie professionnelle et ta passion et tes hobbies, quoi. Ouais, complètement. Après, faire de mon side project, par exemple, si je sais pas de quelle manière je pouvais en vivre demain, en faire mon activité à plein temps, je suis pas sûre. Enfin, moi, j'aime que ça reste un side project ouais, en plus de mon activité professionnelle. Ouais, comme beaucoup, je pense, enfin beaucoup. J'allais dire, on est à peu près moitié-moitié dans le podcast. On a des invités qui, si ça devient un projet principal, ils seraient ravis, et d'autres qui justement le gardent comme, j'allais dire échappatoire, c'est pas forcément un échappatoire, mais comme Mm, hobby, comme activité secondaire que tu peux faire quelques heures par semaine, et que si t'en ouais, fais trop, bah tu pourrais être dégoûté, ou tu vois, moins avoir d'envie, quoi. ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Après, je pense que ça peut évoluer au Oui. fil du temps, mais aujourd'hui, Mm. Et du coup, bah, un projet comme ça, bah, ça nécessite des moyens, ça coûte de l'argent, c'est un projet qui est important, dans le sens où il y a aussi de la sécurité à prévoir, il y a aussi une responsabilité peut-être. Du coup, en tant qu'association, comment est-ce que vous avez réfléchi à cette question sur le financement de ce projet? C'est une bonne question. Alors honnêtement, au début, on s'est dit, on lance l'association, et on verra. On a vraiment commencé comme ça, donc on a Et eu des tu le enfin, recommandes d'ailleurs de le faire comme ça, ou avec du recul? bah, je trouve que je regrette pas du tout qu'on ait eu cette approche Ouais, parce que ça nous a permis de d'avancer vite, je pense et puis, d'un autre con et d'avoir du concret aussi à à présenter. présenter, à des personnes, des entreprises à qui on va demander de l'argent. Donc, avec du recul, ouais, je le recommande. Donc j'ai pas testé l'autre option de d'attendre un petit peu, mais oui, je trouve que c'est une bonne approche, ça nous met tout de suite dans une bonne dynamique, et puis une fois qu'on s'est engagé, vis-à-vis de certaines personnes, on n'a plus d'autre choix que de trouver Mmh. des solutions pour financer, les activités. Donc, par rapport au financement, comme je disais, on n'avait pas vraiment de plan de financement, hyper, précis. Nous, on a d'abord, créé une communauté, de bénéficiaires à qui on a présenté le projet. Déjà, on voulait savoir si le projet pouvait parler à certaines personnes, s'ils étaient intéressés. Et donc, quand on a vu qu'il y avait un intérêt, on a commencé à proposer des activités. Au début, c'était des activités qui nous coûtaient pas d'argent, enfin, ou en tout cas que nous, Laetitia et moi-même, on finançait. C'est c'était pas très important comme coût, c'était plutôt aussi une implication de temps. Mais ensuite, on s'est dit, enfin, il fallait faire évoluer aussi les activités, marché, marché, marché. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va gravir un 4000. Donc, on a fait une première demande de financement grâce à une cagnotte en ligne, où là, on s'est dit, on va toucher nos proches, nos amis et éventuellement aussi nos collègues. Et notre objectif était de récolter 3000 francs suisses, c'est à peu près l'équivalent de 3000 euros, pour financer des activités type escalade et aussi les sorties raquettes. Donc on a eu la chance de pouvoir récolter cette somme et donc là on a de la visibilité jusqu'à fin février, mi-mars pour faire les activités qu'on souhaite. Et maintenant, on est en train de planifier du coup une demande de financement auprès des entreprises pour avoir parce que là, on va devoir financer des activités qui sont beaucoup plus coûteuses. Euh, Par exemple, la marche sur un glacier, c'est un guide pour maximum 4 personnes. Il faut louer le matériel, donc des crampons, des piolets,
enfin, c'est des activités qui vont coûter beaucoup plus cher que l'escalade ou la sortie en raquette. Donc là, ouais, on est vraiment enfin, on a besoin de récolter des fonds et de récolter des fonds qui soient aussi, enfin, qui nous permettent d'être sereins jusqu'à la réalisation du sommet et aussi des sommes peut-être un petit peu plus importantes que ce qu'on a récolté avant pour pouvoir survivre au final en tant qu'association. Ouais. Ouais, et du coup, ça a été un premier moyen d'aller chercher de l'argent, donc cette cagnotte que Mhm. vous avez pu partager, j'imagine, sur vos réseaux, Ouais. etc., toucher un premier cercle. Du coup, cette deuxième phase, un peu où on va chercher des entreprises, comment est-ce que vous l'envisagez? C'est quoi vos actions, votre stratégie sur ce type de... Parce que là, on est clairement dans la recherche de sponsors. Ouais, Ouais. exactement. Oui, c'est ça. On parle de sponsors. Nous, ce qu'on souhaite, c'est établir des partenariats. Enfin, on trouve ça normal. Enfin, nous, ce qu'on veut aussi, dans la mesure du possible, c'est pouvoir donner quelque chose en retour à la personne qui va nous aider. Donc, je trouve que oui, c'est mieux de parler de sponsors ou de partenariats même que de recherche de fonds. Mais donc déjà, ce qu'on attend, nous, c'est d'être reconnu d'utilité publique, ce qui va permettre aux personnes qui font des dons de pouvoir récupérer un montant en tant que déduction d'impôt. Donc ça, on espère, on n'a toujours pas encore eu l'accréditation, si on peut dire. On devrait l'obtenir là, fin du mois ou début du mois prochain. Et ensuite, on a ciblé des entreprises qui sont en lien avec le sport et aussi en lien avec la préservation de l'environnement. Parce qu'on pense, enfin, qu'en tout cas, enfin, il y a aussi, c'est pas la dimension écologique et pas la première, le premier point de notre association, mais on pense aussi qu'il peut tout à fait y avoir un lien et un pont à faire entre la montagne et la préservation de l'environnement, puisque c'est des sujets qui sont étroitement liés. Ok. Et du coup, vous avez identifié des entreprises qui correspondent, en tout cas, qui ont peut-être les mêmes valeurs que vous, qui sont dans Ouais. ces thématiques-là. Et l'idée, c'est d'aller les rencontrer, de pouvoir échanger avec eux. Ouais, bah, l'idée, c'est donc on a dressé une liste d'entreprises. On est quand même assez axé sur la Suisse. On essaye de toucher des entreprises suisses. On pense que ça peut peut-être avoir un petit peu plus de résonance au sein de ces entreprises parce que notre projet, il est vraiment très tourné suisse. C'est des réfugiés qui sont en Suisse, qui peuvent pas sortir de Suisse. On va faire un 4000 en Suisse. C'est l'intégration en Suisse. Donc, c'est vraiment ce type d'entreprise qu'on cible. Après, dans la mesure du possible, une fois qu'on a identifié l'entreprise, on essaye d'identifier si on connaît des personnes qui travaillent dans cette société ou qui pourraient nous aider à toucher la bonne personne et avoir un bon point de contact. Dans l'idéal, on approche plutôt d'abord par mail. Soit on est sur l'adresse mail générique, mais bon, c'est pas le meilleur canal. Soit le mail passe par l'intermédiaire d'une personne qu'on connaît. Et nous, ce qu'on aime après, c'est pouvoir avoir un échange et discuter de vive voix avec les entreprises du projet et comment elles peuvent nous accompagner. Et nous, ce qu'on recherche, ça peut être, enfin, du coaching, des dons de matériel et des dons financiers. Mais on ne pense pas uniquement à l'argent, à l'argent, à l'argent. On pense qu'il y a plein d'autres choses, même des partages d'expériences, des conseils. Enfin, on est ouverte à beaucoup de choses. Ouais, bah écoute, je sais pas si des entreprises suisses écouteront ce podcast, mais j'espère que ça aidera à passer le message. Il y a aussi, parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait de la vidéo avec Léna et Seb, où un des sponsors, c'est justement Adidas. Mhm. Et du coup, en échange, ils ont de la visibilité parce qu'on les voit utiliser des produits Adidas et que ça permet, voilà, ça a des avantages, etc. Et on voit l'utilisation. Euh, Toi, tout à l'heure, tu disais que en échange, bah voilà, t'aimerais bien aussi, enfin, faire des échanges entre guillemets. Euh, Mhm. Du coup, ça fait penser aussi aux cagnottes
ou campagne de crowdfunding où tu mets de l'argent et en fonction de ce que tu mets, tu peux avoir un retour. Est-ce que tu as imaginé ou est-ce que tu as des idées de retour que tu peux faire à des entreprises ou pas? Ouais, bah, forcément de la visibilité. Si c'est des vêtements, c'est relativement simple, avec des photos, des partages sur, le compte Instagram, enfin ce genre de choses. Ensuite, enfin je pense que le canal le plus utilisé aujourd'hui et qui est assez évident, c'est, de la visibilité sur des réseaux sociaux. Nous aujourd'hui, comme réseau, on a uniquement Instagram et LinkedIn qu'on utilise un petit peu. Mais bon, on se rend compte que c'est Instagram beaucoup mieux, qui fonctionne mieux, ouais. Mais ouais, la visibilité passe par là. Après, quand tu parlais de vidéo, je trouve que c'est aussi assez intéressant. Ça a peut-être parfois plus de résonance enfin là, j'en parle en pensant à haute voix, mais ça peut être aussi très intéressant. Après, enfin, ce qu'on pense nous aussi, ça dépend ce que souhaite l'entreprise, mais pour ceux qui ont participé à la cagnotte, on a mis en place une newsletter, donc qui permet de suivre bah, l'évolution de l'association avec des contenus un petit peu plus personnalisés, plus précis que ce qu'on peut faire dans nos posts Instagram. On trouve aussi, donc là, c'est pas de la visibilité, mais c'est plutôt un impact humain. On aimerait inviter bah, les personnes à participer à une activité avec nous. On a fait un dîner de Noël, bah, enfin, et on refera des dîners parce qu'on se rend compte que c'est vraiment génial. Et c'est pas un moment sportif, mais c'est un moment de cohésion qui est ultra important et qui est vraiment important quand on prépare aussi un sommet, puisqu'on est une cordée et on est tous ensemble, donc il faut que les gens s'entendent bien. Et donc ce serait pourquoi pas bah, pouvoir inviter ces personnes aussi à ce genre de dîner, d'événements, pour pouvoir rencontrer les réfugiés et créer du lien aussi. Et, euh, et du coup, tout à l'heure on parlait d'influenceurs. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Je sais qu'on en a parlé lorsqu'on a préparé ce podcast, mais est-ce que Mhm. du coup, les influenceurs, ça peut être enfin, en tout cas, c'est un sujet que vous avez abordé? Bien sûr, c'est un sujet qu'on aborde parce que on est avec Laetitia, on est à la trentaine toutes les deux. On n'est pas nés avec Instagram dans la main. Enfin, et c'est vrai que on se rend compte qu'en créant, en diffusant le compte, c'est dur en fait d'aller chercher les abonnés. Alors à chaque fois en rigolant, on dit «Ah, faut qu'on trouve un stagiaire qui va nous aider à, à booster le compte Instagram parce que on a du mal». Et en fait, c'est clair qu'on pense qu'avec des influenceurs, ça peut ramener déjà de un des abonnés, de la visibilité pour l'association, de la visibilité aussi pour nos partenariats. Donc, on a pensé à Mycorn. Si Mycorn, tu écoutes ce podcast, on aimerait beaucoup te présenter l'association, qui est en Suisse et qui est un aventurier de montagne. Mais ouais, non, en tout cas, c'est sûr qu'on a pensé à des influenceurs. On l'a pas encore mis en place cette action. Et sur la collecte de vêtements, est-ce que c'est aussi quelque chose euh, que vous comptez mettre en place, par exemple, pour des particuliers? Ouais, c'est ce on a déjà fait. En fait, on a Ok. mis en place une collecte de vêtements au tout début. Parce qu'on savait qu'on allait avoir besoin d'affaires avec l'hiver qui approche. Et tout le monde n'a pas des gros gants, des pantalons de ski, ce genre de choses. Et la collecte a bien marché. Enfin, c'était intéressant parce qu'on a relayé sur Instagram principalement. Après, on a envoyé des textos à nos familles. On a aussi créé une affiche que les gens qu'on envoyait par mail, pouvaient imprimer et afficher dans leur bureau. Et c'est super parce qu'on a réussi à récolter pas mal de vêtements, des vêtements utiles. Et c'est intéressant parce qu'il y a des vêtements qui nous sont venus bah, de notre famille, de nos amis, mais aussi de personnes qui ont découvert l'association sur Instagram et qui ne connaissaient pas du tout. Donc enfin, c'est super encourageant et merci à Ouais. tous. Ouais, d'où le lien avec les influenceurs aussi. Peut-être que ça peut aider à récolter ce genre euh, ouais, de biens pour vous aider. Ouais. Euh, ouais. Et ok, bah du coup, gros projet, et puis on a hâte de voir un peu ce que ça va donner, c'est-à-dire d'aller chercher
monter ce projet, parce qu'au-delà de la partie financière, nous on en parle un peu parce que c'est aussi le podcast, tu vois, c'est de Mhm. parler de comment est-ce qu'on finance ce type de side project. C'est pour ça qu'on en parle, mais derrière ça, ça va au-delà de l'argent et de financer le projet, c'est l'intégration justement des réfugiés. Et tu me disais justement que en Suisse, on n'a pas forcément le même regard et le même accueil des réfugiés qu'en France. Ouais, enfin, je pense que la Suisse est historiquement un peu connue comme, on va dire, pays d'accueil. Enfin, la Suisse est neutre. Il y a la Convention de Genève. Enfin, en tout cas, je sais que le statut, il y a différents statuts. En Suisse, quand une personne arrive, elle est demandeur d'asile. Donc, son dossier passe en commission et est étudié. Et si la commission estime qu'il y a un danger pour la vie de cette personne, si elle retourne dans son pays, elle obtient le statut de réfugié. Donc, ce statut, il est une fois acquis, c'est-à-dire que la personne peut rester dans le pays. Par contre, si la commission estime que la personne n'a pas un statut enfin, n'a pas de danger réel pour sa personne si elle retourne dans son pays, elle peut être renvoyée. Donc aujourd'hui, dans l'association, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont demandeurs d'asile et des personnes qui sont réfugiés. Donc c'est assez dur parce que les demandeurs d'asile, ils peuvent être renvoyés dans leur pays quasiment du jour au lendemain. Enfin, en tout cas, rapidement. Ils n'ont pas de certitude de rester en Suisse. Donc c'est ça aussi qui est compliqué pour leur intégration. Et je ne sais pas exactement en détail comment ça se passe en France, mais en Suisse, et ça, je trouve ça vraiment super, c'est que il y a un logement qui est mis à disposition des réfugiés. Ils ont aussi des cours de français, parce que l'intégration, forcément, passe par la langue. Et nous, c'est ce qu'on veut aussi dans l'association, au maximum parler français pour les aider. On leur propose aussi de suivre des études. On leur donne des titres de transport pour pouvoir voyager, en tout cas dans le canton de Genève. On leur donne un téléphone portable. Enfin, en tout cas, ils ont des outils et aussi une aide financière. Mais en tout cas, ils ont des outils pour pouvoir s'intégrer en Suisse. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait lancer un projet de cette envergure ou dans ce domaine? Moi, sur mon expérience personnelle, je trouve ça bien de le faire à deux avec Laetitia. Parce que c'est quand même un projet qui est amené à durer dans le temps, donc qui est assez lourd, et donc de pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre et de pouvoir s'appuyer et s'aider mutuellement, je trouve que c'est vraiment un énorme plus. Après, je dirais de quoi qu'il arrive, enfin, ça peut être une idée peut se transformer en projet en un verre. Enfin, donc faut y aller, foncer et pas hésiter. Et puis le projet est amené, je pense, à évoluer. C'est pas parce qu'on a une idée de projet à un moment. C'est pour ça qu'on l'appelle projet d'ailleurs. C'est pas parce qu'on a une idée à un instant T que ça doit être la même idée 2 mois après. Enfin, il faut que les choses évoluent et bougent. Donc ouais, moi, mon conseil, ce serait fonce, Ouais, foncer, y aller, essayer et puis ouais, ne pas hésiter. Ça apporte que ok. du positif. Ouais, on l'a vu, on en a discuté. C'est vrai que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un side project. Ça permet d'évoluer un peu sur ces sujets-là. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, comment est-ce que directement on pourrait te soutenir ou t'aider ou aider ce projet-là? C'est quoi la chose que tu demandes? Est-ce que c'est, je sais pas, dis-moi comment est-ce qu'on peut aider et contribuer à ce projet? Déjà, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et sur notre compte Instagram Pix4All. C'est là où on pose, on fait les demandes ou enfin, où on fait le suivi aussi des activités. Donc, généralement, quand on a des requêtes, on les poste et on fait beaucoup de stories en lien avec ces requêtes.
Et aujourd'hui, ouais, je pense que ça passe par là, par nous suivre et puis, bah, par des petites actions aussi, si vous voyez des demandes, des appels de dons ou, si vous avez des contacts, dans des entreprises, qui peuvent être intéressées par, le projet, bah, n'hésitez pas à nous les soumettre. Nous, on serait super contentes de pouvoir discuter avec eux et leur présenter, le projet. Trop bien, mais écoute, le message est passé et je mettrai les différents liens sur la page du podcast, donc sur 10 000 Merci. heures.fr. Merci à toi, merci pour nous avoir partagé ton expérience, pour nous avoir partagé un peu les coulisses de ce projet-là. Et puis j'espère voir la suite de cette aventure. Merci Amine. Merci, à très vite. Salut, bonne journée. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.